Encore une fois, nous en avons discuté lors de la conférence des maires. Je ne suis pas persuadé que la rédaction stricte d'un pacte de gouvernance soit nécessaire dans le cadre de notre agglomération. Cela risque de rendre plus administrative et procédurale nos échanges, alors qu'ils se passent aujourd'hui de manière tout à fait formelle, mais sans être gravés dans le marbre. Je pense et je revendique qu'ensemble, nous avons fait le choix d'avoir des relations particulièrement excellentes et j'ose dire amicales pour la plupart d'entre nous. Je ne suis pas persuadé, encore une fois, que la rédaction d'un pacte administratif améliorera la qualité de nos relations. Je pense que nos relations, justement, valent mieux que cela, que cette structure purement administrative. Mais c'est un débat. C'est un débat que nous avons eu en conférence des maires. Vous m'avez donné votre avis de manière très largement favorable à la non-rédaction de ce pacte de gouvernance. Mais, bien évidemment, le débat doit avoir lieu. Je vous rappelle que, si je vous donne quelques exemples de ce que prévoit le pacte, c'est par exemple d'obliger à la réunion d'une conférence des maires, c'est par exemple d'organiser la création de commissions spécialisées, c'est par exemple la création obligatoire de conférences territoriales des maires. Voilà, différents sujets, différents exemples de ce qui peut être organisé. C'est de prévoir éventuellement les orientations sur les mutualisations de services. Tout ce que nous avons d'ores et déjà réalisé, qui peuvent peut-être être intéressants dans certains EPCI, mais qui ne me semble pas, à titre personnel et après avoir échangé avec le bureau communautaire et les maires présents à la conférence, totalement obligatoire. Maintenant, le débat est ouvert et je donne la parole à qui le souhaite. Madame Collin, s'il vous plaît. Non, c'est pas Madame Collin. Alors, je ne sais pas, vous aviez levé la main, mais... Monsieur Arnaud. Merci, Monsieur le Président. Laurent Cristobal, ville de Saint-Sébastien-de-Morsan. Moi, à titre personnel, je souhaiterais au contraire qu'on aille vers ce pacte, parce que ça peut définir de manière un peu plus large. On a bien compris que le rôle des maires est très important. Cette conférence des maires, dans les débats, moi, à titre personnel, je n'y participe pas. Une majorité d'entre vous, mes chers collègues, y participent, c'est vrai. Mais il n'empêche que ce pacte pourrait être l'occasion d'élargir un petit peu le rôle de chacun, que chaque élu puisse trouver un peu sa place dans cette assemblée. Moi, je la découvre. Ça fait 6 mois que je suis dans cette assemblée. Je constate que notre conseil communautaire ne vit pas tellement du débat. En tout cas, j'en vois pas beaucoup de traces. La deuxième chose, c'est que ce pacte que nous pourrions mettre en place pourrait définir également un certain nombre de rôles qui sont issus de la conférence des maires. Moi, à titre personnel, la conférence des maires, je ne sais pas exactement sur quel sujet elle discute, si elle discute de tous les sujets, dans quelle mesure tous les sujets sont abordés à la conférence des maires. Et ensuite, ce qui est présenté à notre Assemblée relève aussi, vous parliez de bureaucratie, je comprends cette logique. Il n'empêche que nous, élus communautaires, nous recevons à peu près des documents de 500 pages une semaine avant le conseil communautaire, ce qui est assez compliqué à digérer, à intégrer et à pouvoir ouvrir le débat dans cette assemblée. Donc les prises de parole sont relativement rares. Il y a un consensus assez large sur beaucoup de décisions, c'est vrai. Et puis surtout, ce qui est important, c'est la liberté. Et ce pacte pourrait permettre aussi de créer un effet autour des fonds de concours qui me semble être important de pouvoir sécuriser et pouvoir libérer la parole aussi d'un certain nombre d'élus qui pourraient juger que l'octroi de fonds de concours ne les incite pas forcément à prendre la parole. Voilà ma position. Merci. Merci. Je ne comprends pas trop le lien avec les fonds de concours et la liberté de parole, mais bon. Sur le reste, effectivement, vos remarques sont pertinentes. Je dirais simplement que, corsetés par un système très administratif, nos débats ne facilitent pas forcément la liberté. J'ai un peu de mal à voir en quoi le fait que ce soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus organisé et beaucoup moins libre nous améliore notre liberté. Mais encore une fois, c'est une prise de position qui est légitime. Concernant les débats, alors oui, nous avons une conférence. Le pacte de gouvernance ne modifierait en rien l'existence d'une conférence des maires.
Ça ne fait que la renforcer, mais elle existe déjà. On l'a fait 7 ans avant que la loi ne l'impose. Tous les maires y sont invités, ainsi que le bureau communautaire. Les débats qui ont lieu sont sous la responsabilité des maires, puisque chaque maire peut demander, en plus des débats que nous proposons, des débats spécifiques. Et régulièrement, dans les questions diverses, sont abordés des sujets qui n'avaient pas été forcément anticipés ou prévus auparavant. Donc le pacte de gouvernance ne modifiera en rien le fait qu'il y ait un bureau communautaire, qu'il y ait un conseil communautaire et qu'il y ait une conférence des maires. Donc ça, à ce niveau-là, ça ne changera rien. Je pense que nous n'avons jamais interdit à qui que ce soit de prendre la parole. Si je vous entends bien, vous estimez que parce qu'on donne des fonds de concours, on ne laisse pas les maires libres de s'exprimer. J'avoue que je pense que c'est un petit peu tendancieux comme façon de faire. Je crois que tous les maires et toutes les maires qui sont ici peuvent en témoigner, quelle que soit leur position. Et Dieu sait si quelques maires ont parfois des positions très dures à notre égard, à l'égard du président ou de l'agglomération ou du bureau communautaire. Jamais aucun fonds de concours n'a été refusé à une commune. Et certains peuvent en témoigner au plus fort de la crise sur le parc de loisirs. Nous n'avons jamais retiré des fonds de concours, par exemple, aux communes qui s'y étaient clairement opposées. Je crois que c'est faire un procès d'intention qui, pour le coup, me semble dommage dans le cadre de ce débat, parce que le débat sur le pacte de gouvernance, il doit avoir lieu, mais expliquer qu'on ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a des fonds de concours, j'ai un peu de mal à suivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on supprime les fonds de concours pour que chacun s'exprime plus librement. Pourquoi pas, hein, moi, je vais bien, mais je ne suis pas sûr que ce sera forcément l'avis de la majorité des maires. Voilà, donc, encore une fois, je pense que votre position est tout à fait légitime, sauf voilà, sur cette histoire de fonds de concours où j'avoue que je trouve un petit peu dommage qu'on prétende que nous achetons les maires, puisque c'était un petit peu l'idée de votre dernière phrase, en octroyant des fonds de concours. Je peux vous assurer, chers collègues, que les maires ici sont parfaitement libres et que personne n'a jamais réussi à faire taire un maire à l'agglomération d'Évreux. Monsieur Dunandel. Michel Dunandel, maire du Mini-Fuguet. Vous savez, le charmant village, hein, je vous le rappelle pas. C'est pas la peine de le rappeler. Voilà, ok. Sur la nécessité d'avoir un pacte de gouvernance écrit, nous avons la conférence des maires, nous avons les PV de réunion de bureau, nous avons les PV de réunion du conseil communautaire, nous avons les 5 commissions où on peut s'exprimer, les groupes de travail à accès libre et les contacts permanents avec les vice-présidents et les élus. Je ne vois pas la nécessité d'écrire un pacte de gouvernance. Je crois qu'on a le package là. Voilà, c'était tout. Merci. Madame Collin. Bonsoir. Donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, c'est une nouvelle loi engagement et proximité donc, qui nous offre l'opportunité ce soir de parler du pacte de gouvernance. Le fondement du pacte de gouvernance traite exactement du problème de ce soir. Comment associer les élus municipaux et communautaires, il s'agit bien aussi des élus municipaux, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, au fonctionnement de l'agglomération. Comment prendre le temps de décider ensemble sans être au pied du mur? Comment ne pas subir des décisions qui nous tombent arbitrairement dessus? Pourquoi ce sujet est présenté ce soir, alors qu'il y a une quinzaine de jours, il a été présenté en conférence des maires? Et normalement, la date limite était le 28 mars. Pourquoi ne pas l'avoir présenté avant? Il faudrait que l'on présente une rédaction d'un pacte et que l'on demande un avis des communes, puisque le pacte est soumis à avis de toutes les communes d'EPN. Voilà à quoi sert concrètement un pacte de gouvernance, à ne pas nous laisser kidnapper nos décisions et celles des conseillers municipaux au sein des communes. Le but de ce pacte, il est d'en faire un outil important et indispensable au service de l'agglo et surtout de ses communes membres. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernance. D'ailleurs, toutes les Comcom et les agglos qui nous entourent, qui entourent le territoire d'EPN, ont lancé la démarche en 2020. Parfois, certains ont même abouti, ont déjà délibéré sur les tenants et les aboutissants du pacte. Souvent, la question de la place des communes dans ces pactes, je vous invite à aller regarder sur Internet les autres collectivités, ils sont en ligne. La place des communes dites rurales, des plus petites communes est mise en avant, ainsi que les bases d'un projet de territoire. Pourquoi seul l'agglo d'Évreux n'aurait pas de pacte? La question n'est pas de savoir si tout va mal ou bien dans cet agglo. Cela va plus loin. La question est de savoir ce qui peut être amélioré, ce qui peut contribuer davantage à un fonctionnement adapté aux communes et aux élus. On ne gère pas une agglo par des décisions menées de main de maître.
le pacte de gouvernance donne davantage de prévoyance, d'énergie, une volonté plus forte et plus déterminée à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble, en gros, à définir avec tous les maires du territoire et tous les élus du territoire un destin commun. Un pacte de gouvernance sert donc à garantir la participation de tous les élus, à prendre des décisions pour qu'elles soient partagées entre les maires et les conseillers municipaux des grandes communes et des petites communes de façon transparente et équitable. Un pacte de gouvernance fixe les règles pour définir les projets sur le territoire. Il affirme aussi des valeurs partagées. Je n'ai pas eu ce débat sur quelles valeurs nous partagions, dans le respect des identités de chacun et la souveraineté des communes. Le pacte de gouvernance peut aussi proposer une ouverture sur le pacte financier et fiscal. Sur ce dernier point, pourquoi aucun débat n'a eu lieu sur le pacte financier et fiscal pour réduire les disparités de ressources entre les communes? Pourquoi aucun débat n'a eu lieu sur l'évolution des attributions de compensation, ni sur les fonds de concours? Pourquoi aucun débat n'a été mis en place sur des outils de péréquation et de mutualisation de moyens de destination des communes, même si vous dites que vous le faites depuis 7 ans, il n'y a eu aucun débat. D'ailleurs, à ce titre, quasiment dans toutes les commissions auxquelles je participe, enfin pas à toutes, mais la plupart, il y a l'expression de besoins de communes, en ingénierie sur des petits projets, sur des évolutions de coûts de service qui sont difficiles à supporter pour les communes. Comment y répondre? Notre démocratie locale doit pouvoir être définie. Elle doit pouvoir fonctionner mieux que ce soir. Un autre exemple, l'ensemble de mes questions écrites par mail sont restées sans réponse à ce jour, et je ne suis pas la seule dans cette situation. Le pacte de gouvernance est donc un pacte de confiance et de solidarité pour poser par écrit un projet d'agglomération et les engagements de chacune des parties. Des idées peuvent être proposées, expérimentées, testées un temps et réadaptées. Nous souhaitons donc que puisse être lancée la rédaction d'un pacte et nous tenons à votre disposition pour y participer. Merci. Merci. Concernant la date, vous me faites le reproche de faire en février un débat qui doit avoir lieu avant le mois de mars. Nous ne sommes pas dans les temps, donc de ce côté-là, nous respectons parfaitement la loi. Concernant les élus municipaux, vous semblez oublier, mais peut-être ne maîtrisez-vous pas complètement encore aujourd'hui la loi Le Cornu. Les élus municipaux aujourd'hui, de par la loi, justement, reçoivent tous les projets de conseil et les décisions qui sont prises. C'est obligatoire. Donc les élus municipaux sont plus qu'auparavant associés aux décisions du conseil communautaire. Par ailleurs, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres EPCI, des élus municipaux non maires peuvent participer aux commissions. Nous en avons fait le choix ensemble, justement parce que vous n'étiez pas encore là, Madame Collin, mais il y a eu de nombreux débats sous la mandature précédente. Ça s'appelle le règlement intérieur et nous avons fait le choix, afin de libérer les maires qui ne peuvent pas être dans toutes les commissions, que des élus municipaux non maires, mais désignés par le conseil municipal, puissent participer aux commissions. Donc nous faisons en sorte que chaque commune soit représentée dans chacune des commissions, avec les élus qui sont choisis par le maire et le conseil municipal. Vous dites qu'il n'y a eu aucun débat sur les fonds de concours et sur les attributions de compensation. Là aussi, et peut-être qu'il serait nécessaire effectivement que nous fassions un rappel sur les nombreux débats qui ont eu lieu les années précédentes. Les attributions de compensation entre les communes et l'agglomération, les fonds de concours entre les communes et l'agglomération ont été débattus dans ce qu'on appelle la CLECT. Cette CLECT, elle est, contrairement à ce qu'il se passe dans d'autres endroits, représentée par l'ensemble des conseillers communautaires. Tous les conseillers communautaires de cette agglomération ont participé et ont pris des décisions. Je vais même aller plus loin. J'ai fait le choix très volontairement de ne jamais participer à la CLECT, afin justement de ne pas être inquiété, de ne pas être menacé par l'horrible président de l'agglomération. La CLECT, dans sa grande sagesse, a fait ses choix et les attributions de compensation sous la houlette de Bruno Groiselot, dont personne ne met en cause l'honnêteté intellectuelle ni les capacités financières et budgétaires, ont été validées par les maires et par l'ensemble des conseillers communautaires. Concernant les mutualisations, nous avons mis en place et offert aux communes depuis de nombreuses années des services qui n'existaient pas. Le service juridique de l'agglomération est à la disposition gratuite
de l'ensemble des communes qui en font la demande, ce qui n'existait pas auparavant. Le service ADS, même s'il est parfois quelques ratés dans son fonctionnement, l'instruction des permis de construire est réalisée gracieusement par l'agglomération, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc nous avons créé une centrale d'achat aujourd'hui qui permet aux communes d'avoir accès à des services et à des produits à des tarifs préférentiels qui permettent d'améliorer très nettement et très clairement les finances des communes. Alors, comme vous, je regrette que l'État ait mis en difficulté les communes, bien évidemment. Aujourd'hui, l'agglomération d'Évreux, je pense, fait un énorme travail, et ce travail est reconnu par les maires, justement pour améliorer et permettre et éviter que certaines communes ne soient en dépôt de bilan et ne mettent la clé sous la porte. C'est un choix que nous avons tous fait collectivement dès le départ. Voilà. On peut être pour le pacte de gouvernance, je ne le mets pas en cause, mais dire des choses fausses sur l'agglomération pour réclamer le pacte de gouvernance ne me semble pas être la meilleure façon de réclamer ce pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, encore une fois, on peut demander à ce que les choses soient écrites stricto sensu, très carrées, très organisées, très corsetées. On a le droit. Mais il ne faut pas pour autant dire des choses fausses sur la manière dont fonctionne notre agglomération aujourd'hui. En haut, je ne vois pas qui c'est. Pardon, il y avait Madame Bonnard aussi. Madame Bonnard, peut-être, alors, pardon. Oui, bonsoir, Karine Bonnard de Jumelles. Moi, j'ai envie de positiver, envie de me dire que ce pacte, en fait, c'est une belle opportunité à saisir. Effectivement, ça permettrait d'acter les acquis de démocratie qui ont déjà été entamés depuis 7 ans. Effectivement, les conférences des maires, voilà, c'est quelque chose de très bien. On a des commissions, etc. Ça a été rappelé tout à l'heure. Mais je pense aussi que j'ai envie qu'on puisse se re-questionner par rapport à un contexte qui a beaucoup bougé. Aussi, notre assemblée représentative qui a évolué également. Et donc, je me dis que voilà, se retrousser un petit peu les manches et tous travailler autour de ce pacte en début de mandat pourrait être une belle occasion de se côtoyer, de travailler ensemble. Et puis également, j'ai vu que dans le processus, ça devait être validé par nos conseils municipaux. Et bien justement, c'est une belle opportunité à nouveau de remettre aussi l'EPN à l'intérieur de nos ordres du jour, d'en rediscuter, reparler des compétences, etc. Donc dans ce va-et-vient un petit peu important, de pouvoir réexpliquer à nos équipes municipales comment fonctionne cette grande assemblée, ce grand vaisseau amiral quand même qui est l'EPN. Nous sommes 74, c'est pas rien. Et je pense que voilà, pour moi, ça me paraît important. Ce que j'aime bien aussi dans le pacte, personnellement, c'est des déclinaisons qui sont des fois aussi territoriales. Donc c'est de trouver voilà, toujours des déclinaisons plus proches du terrain, plus proches de problématiques plus locales. Voilà, donc je pense qu'on pourrait être assez sensible voilà, à cette écriture, mais qui ne soit pas trop rigide, pas trop figée, qu'elle reste la plus souple possible, mais voilà, avec des acquis, avec des évolutions, et des évolutions qui viendront aussi avec voilà, les personnes à venir. Merci. Merci, et je vous remercie d'avoir noté qu'il y a eu beaucoup d'acquis dans cette agglomération depuis quelques années. Bonjour, Monsieur Ramache, le maire de Bois-le-Roi. Donc, dans la même dynamique que l'a cité la collègue Karine, pour moi, ce serait quelque chose qui va renforcer encore les échanges. Je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas réelles dans votre fonctionnement. Je le remarque bien que dans la conférence de maires, on a la possibilité de s'exprimer sur plusieurs sujets. Donc ça, je le souligne. Par contre, quand je vois juste les 8 articles proposés, je vois bien qu'il y a des opportunités pour qu'on inclue aussi la ruralité avec force. Je vois par exemple ce qu'on appelle au niveau du conférence territoriale, que vous avez la possibilité de déléguer certaines compétences à des maires ruraux ou autres pour gérer des services sur place ou bien de les créer. J'imagine dans le futur sur une piscine qui serait dans le canton de Saint-André, il y aura la possibilité qu'un maire de proximité puisse la gérer. Je vois aussi ce que j'avais signalé aussi en conférence des maires sur le 8e article à propos de la parité. Et donc, dans ce sens-là, sur une dynamique de ce type, on peut imaginer déjà une intégration sur la formation. Ça veut dire des collègues maires femmes puissent déjà être dans
dans la dynamique du bureau et pouvoir remplacer, dans le cas échéant s'il y a une démission ou autre, un vice-président, un conseiller délégué. Donc moi je ne vois pas ce pacte-là, comme vous avez dit Monsieur le Président, quelque chose qui va freiner les échanges très, très intéressants qu'on a sur la conférence des maires et sur les commissions, mais ça serait plutôt quelque chose qui va réglementer un peu ces échanges, quitte à faire un essai, un écrit initiative pour le moment, et après pouvoir le développer sur le mandat ou sur le mandat prochain. Donc moi je suis plutôt favorable qu'on mette ce pacte en place et renforcer ce lien qui est entre l'agglo et le reste des communes. Merci beaucoup. Merci. Juste un mot concernant les délégations de compétences. Je vous rappelle que vous étiez à la dernière conférence des maires, nous l'avons abordé. C'est un sujet que nous sommes en train de travailler, notamment sur l'administration du droit des sols, avec la possibilité sur les CU de pouvoir, les certificats d'urbanisme, pardon, de pouvoir les déléguer aux maires. Donc nous sommes déjà sur ce sujet. C'est un débat, chacune et chacun peut estimer que ça va, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Nous allons ensuite pouvoir voter. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Pardon. Bonsoir à Monsieur toutes et à Pichois. toutes. Jean-Pierre Pichois, l'habit. Oui, moi j'étais plutôt dans le pour ne pas voter, pour rester comme nous étions. Et puis j'ai associé mon conseil municipal, j'aurais expliqué, j'aurais donné les documents. Et donc ça partait un peu, donc j'ai demandé un vote à bulletin secret et ils m'ont demandé de voter pour ce pacte. Donc je respecterai leur choix puisqu'ils ont eu la majorité. Donc c'est pour ça que je voterai pour le pacte. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Pichois. Oui. Jean-Marie Maillard, maire de Cogé. Monsieur le maire. Je voudrais apporter mon vécu au cours du dernier mandat pour éventuellement éclairer certaines personnes. Je suis maire depuis 2014, élu depuis 1995. J'ai vu la mise en place de l'agglomération d'Évreux depuis son origine. Je l'ai suivi de très près puisque j'étais déjà élu. En ce qui me concerne, moi, je ne serais pas favorable à la mise en place de ce pacte et je vais citer simplement deux exemples. Le groupe de travail qui avait été mis en place en 2017 pour revoir le règlement des fonds de concours et qui permet aujourd'hui à chaque commune, à un moment ou à un autre, d'être servi. Tout le monde peut en bénéficier en fonction, bien sûr, reste à chacun d'aller chercher le maximum de financement à l'extérieur pour justement pouvoir avoir une enveloppe sur Évreux qui permettra de distribuer à un maximum de communes. Et puis je prendrai un deuxième exemple, un document très important pour moi, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, qui a été mis en place sur la dernière mandature, qui est sans doute un des premiers au niveau du département en termes de nombre de communes concernées, c'est la mise en place du PLUI-HD. On ne se rend peut-être pas compte, mais ce document a nécessité 2 ans de travail. Alors peut-être en aurait-il fallu plus vu le contenu, mais le législateur faisait qu'on avait 2 ans pour le mettre en place. On a pu, en ce qui me concerne, Cogé, 900 habitants, on a pu participer aux réunions plénières qui étaient organisées au siège de l'agglomération. J'ai participé aussi à des réunions de secteur sur Saint-Canville, sur Saint-Sébastien. On a pu s'exprimer et aujourd'hui, on a un document qui ne demande qu'à vivre. Et au cours de cette élaboration, chacun a pu apporter ce qu'il souhaitait, dès lors que c'était acceptable en termes de réglementation. Mais chacun a pu contribuer à l'élaboration de ce document et a été entendu. Voilà ce que je voudrais apporter comme témoignage en ce qui me concerne. Merci, Monsieur Maillard. Si je peux me permettre. Oh là, attention, c'est Bruno. Attention, on t'entend très fort. Oui, parce que on va baisser le son. J'avais pas le micro tout à l'heure et je bouillonnais pour répondre. Puisqu'on a parlé des fonds de concours. On peut baisser un peu. Et on a l'impression qu'on fait un petit peu de tri dans les fonds de concours. Alors, je n'ai pas du tout apprécié cette façon de faire. Je peux vous dire que les 2 millions sont répartis sans faire d'ingérence. Et quand on voit qu'on n'a pas assez de fonds de concours, on rajoute. Ah, là, c'est trop bas. Là.
Merci. Monsieur Hamel, ensuite Monsieur Borreggio. Oui, bonjour, monsieur Hamel. Moi, je vais vous parler en tant qu'un des plus anciens conseillers communautaires. Donc, j'ai vécu plusieurs mandatures. Et pour l'avoir vécu, je peux en témoigner. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire on a la chance, mais on vit dans la liberté. Alors, entendre tout ce que j'ai entendu dire qu'on pourrait améliorer, on pourrait, oui, faire des feuilles de papier, remplir des règlements, des choses qui vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, alors que, pour moi, aujourd'hui, on bénéficie déjà de tout ça. Bruno a rappelé, bien sûr, les fonds de concours, enfin, on a énuméré toutes les aides que l'aglo nous procure, ça va même jusqu'à la défense incendie, allez, je vais parler pour ça aussi, mais quoi de plus? On a la liberté, si on veut s'exprimer, on s'exprime. À mon avis, j'ai entendu personne avoir la parole refusée par qui que ce soit. Donc moi, bien sûr, je vous suivrai sans problème. Merci. Monsieur Borreggio, Oui, et après oui. il y a Monsieur Gilles derrière. Je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai entendu aussi, et notamment sur la place que pourraient avoir les communes rurales au sein de cette Assemblée. Aujourd'hui, à travers la conférence des maires, chaque commune peut s'exprimer à travers son maire, bien sûr, hein, mais le maire est là aussi pour rapporter à son conseil municipal les décisions qui sont évoquées ou prises lors de cette conférence des maires. Donc pour moi, la place des communes rurales existe. Au-delà de ça, il avait été, lors de la mandature précédente, proposé des groupes de travail pour sortir un peu du contexte conférence des maires ou commission, autour des sujets comme par exemple la fourrière animale ou la vidéoprotection. Force est de constater, malheureusement, qu'il n'y avait pas suffisamment de présents pour animer ce type de réunion. Alors je veux bien qu'on nous demande de multiplier les rencontres, d'être encore plus à l'écoute du monde rural, mais s'il n'y a pas un minimum d'implication, on n'y arrivera pas de toute façon. Et aujourd'hui, les instances qui existent, à mon avis, permettent suffisamment de s'exprimer dans tous les domaines pour pouvoir avancer normalement sans avoir à rédiger un rapport énorme ou des contraintes qui nous liraient encore plus à travers des textes compliqués. Merci. Monsieur Créteau. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce pacte de gouvernance, c'est que je ne sais pas si, je vais dire, rentre dans ce cadre-là. Moi, je souhaiterais qu'il puisse y avoir plus de discussions, plus de débats sur les grands équipements du territoire et leur répartition et le choix de ces équipements. On en a débattu, d'ailleurs j'étais déjà intervenu sur le même sujet dans la conférence des maires sur les sujets qu'on va traiter ce soir, aussi bien le conservatoire à rayonnement départemental que la piscine, que d'autres choses. Moi, je pense que ces projets nous sont amenés parce qu'ils sont déjà avancés, parce qu'ils ont été travaillés, et qu'on n'a pas forcément eu le débat sur l'opportunité, d'autres opportunités d'équipement du territoire. Alors moi, j'ai parlé des crèches, j'ai parlé de choses comme ça, et il manque, en tout cas pour moi, cet espace de débat, de projection sur la durée d'un mandat, voire 2 mandats. La différence d'un conseil municipal, c'est qu'il est élu sur un programme et que le conseil communautaire, lui, agit sur une espèce de synthèse de multiples programmes. Donc je pense que dans le pacte de gouvernance, s'il y avait cette capacité à réfléchir sur les grands enjeux d'équipement du territoire, ça pourrait aussi nous forger un destin commun que peut-être on n'a pas encore actuellement. Merci. Juste une ou deux remarques. D'abord, sur le fond, il y avait une demande de parole juste devant, monsieur. Après. Sur le fond, je vous l'ai dit à la dernière conférence des maires, l'un des prochains sujets de la conférence des maires, c'est justement de faire le point sur les équipements, notamment parce que beaucoup ont été décidés sous la précédente mandature et qu'il est nécessaire de faire un point complet. Sur la forme, je suis inquiet s'il faut écrire exactement ce qu'on va citer dans les conférences des maires, dans le pacte de gouvernance, parce que ça veut dire que là, on va être vraiment, pour le coup, coincé. Alors, c'est pardon de vous le dire comme ça, mais vous dites il faut qu'on parle de ça, et peut-être que vous avez mis du conditionnel, mais je ne suis pas sûr que dans le pacte de gouvernance, il faille dire une fois par mandat ou 2 fois par mandat, on va parler des grands équipements, on va parler de ci, on va parler de ça. Parce que, alors là, pour le coup, on aura un pacte de gouvernance qui sera très corseté, très administratif, et justement le contraire. Mais c'est probablement pas ce que vous avez voulu dire, et je l'ai sûrement mal interprété. Monsieur Gilles.
Bonsoir à tous. Monsieur Gilles Hervé, maire de Miseray, pour ceux qui auraient oublié. 2014, je suis né élu, donc j'avais aucune expérience, ce qui fait que maintenant j'ai quand même grandi, j'ai 6 ans et un peu plus, ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport aux propos que je peux avoir ce soir. Il est vrai que j'ai entendu notre collègue de Saint-Sébastien parler des fonds de concours par la prise de parole. Je pense que ce n'est pas vraiment ça qu'il a voulu dire. Je pense qu'on a certains élus dans notre auditoire qui n'osent pas prendre la parole parce qu'ils sont déjà impressionnés de la structure dans laquelle nous sommes. Et pour pouvoir prendre la parole, je dirais, il faut déjà avoir l'habitude de s'exprimer en plénière. Et puis, cette appréhension du fonds de concours, je l'ai démystifiée auprès de certains, parce que des fois, je prends la parole, et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait la démocratie et notre débat, n'est-ce pas, monsieur Lefranc ? Et j'aurais dit, vous arrêtez pas à ça, parce que c'est un faux problème, c'est un faux prétexte. Si vous n'arrivez pas suffisamment à vous exprimer directement en auditoire, je me souviens que le président de la mandature précédente, il y avait monsieur Morillon et moi, que vous aviez invités, et on avait fait une sorte de débriefing, une prise de connaissance, et c'est à partir de ce moment-là que vous m'avez permis, ça m'a permis de pouvoir partager et d'échanger au sein de l'Assemblée. Donc par rapport à mon collègue sur les fonds de concours, je suis totalement en désaccord avec ce qu'il dit, parce que j'ai souvent pris la position contre des décisions communautaires, et j'ai eu tous mes fonds de concours sans problème. Ça c'est important. CQFD. Alors, pour ce pacte, c'est vrai que je n'en ai pas pris la mesure de l'importance pour moi, parce que j'étais sur 2 autres gros dossiers que nous avons discutés en commission finance, et ce qui nous a permis de les valider aussi bien avec les éléments qui nous ont été apportés en conférence des maires la dernière fois, entre autres le conservatoire, où là, on a eu vraiment des réponses à nos interrogations que j'avais, entre autres, soulevées avec d'autres collègues en commission finance, mais au moins cette participation en commission finance, j'y allais bien travailler, puisqu'on a eu un retour efficace en conférence des maires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'organise, on prend le temps de la mesure et de travailler nos dossiers, nous pouvons être force de voix et d'échange. Et donc ce pacte, je n'ai pas eu le temps de me mettre dedans, donc je m'y suis mis depuis la conférence des maires, et je trouve que je suis passé à côté parce que le cadre qui est défini, c'est un cadre très rigide. Et je pense qu'il mériterait d'être plus ouvert. C'est-à-dire d'aller plus vers les territoires, ça c'est l'avis du conseil municipal de Miseray, où on a besoin de plus exister sur des projets qui sont propres à nos territoires. Alors, est-ce que la méthode passe par la gouvernance, par un pacte de gouvernance, ou de se rapprocher des vice-présidents? Je ne sais pas, mais je sais que moi j'ai des demandes de développement culturel sur mon secteur. Et bon, la culture, on en parle à travers le conservatoire, qui est le rayonnement du département. Mais au niveau de nos territoires ruraux, le retour, on ne l'a pas. Ça, c'est un exemple. Ensuite, ce qui me manque, moi, dans ce qui est énuméré dans le texte, c'est l'absence de solidarité. Alors, la solidarité, c'est... Je sais ce que vous alliez me répondre, Monsieur le Président. Je ne parle pas du Covid, d'accord ? La solidarité au niveau de nos structures, la solidarité au niveau de nos habitants sur leurs besoins immédiats, sur la solidarité de la précarité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'il n'y a pas de précarité. La solidarité au niveau des problèmes sociaux. Je sais que M. Tazaoui travaille beaucoup sur ces dossiers-là et que j'attends l'invitation qu'il m'a promis pour échanger. Mais c'est vraiment très structurel et ça permettrait de plus nous exprimer facilement par rapport à nos problèmes, nos dossiers de proximité. Ça, je trouve que ça pourrait faire partie du pacte de gouvernance. Ensuite, je pense à l'agriculture. Je sais qu'on a un conseiller qui est actif sur Madame Trémel, c'est ça ? Bon, j'aimerais bien la rencontrer bientôt parce qu'on a des choses à lui proposer. Vous voyez, je pense que ça pourrait faire partie aussi d'une extension du dossier du pacte de gouvernance. Alors, il me reste aussi l'agriculture, c'est surtout de gérer l'agriculture locale et d'accentuer les circuits courts. Pourquoi ? Pour éviter aussi notre impact carbone, parce que je suis aussi axé avec ma nouvelle équipe sur tout ce qui est environnemental. Et je trouve que dans ce pacte de gouvernance, nous pourrions aussi peut-être avoir une réflexion sur notre environnement, sur notre impact carbone,
C'est très global ce que je vous dis, ça mérite d'être approfondi. Mais ce que je vous rapporte ce soir, c'est aussi le reflet du conseil municipal de Miseray et d'autres élus que j'ai rencontrés, tout simplement. Et on a échangé et je suis une partie de porte-parole de ces élus. Pour ce qui concerne l'article 8 du pacte qui est dans la délibération, on parle de la parité, on l'a évoqué à la conférence des maires, c'est très difficile. On impose la parité, mais on sait que le contexte est difficile à mettre en place. Et je me suis dit, pourquoi ne pourrions pas évoquer la possibilité d'un tiers de parité féminine dans ce pacte de gouvernance. Et puis, on a un vice-président qui démissionne, pourquoi pas solliciter en priorité une femme pour qu'elle puisse y répondre. Mais ça, ce sont des échanges. Mais je pense que l'échange amène à une réflexion importante sur la structuration. Merci. Voilà. Merci. Il y a un vice-président qui démissionne? Ah non, pardon, si, pardon, excuse-moi, là, j'ai eu peur d'un seul coup, là. Bon, plusieurs choses, parce qu'on voit bien comment s'orientent les débats. Là, on est de plus en plus sur de quoi on doit parler pendant les débats. Ce n'est pas l'objet du pacte de gouvernance. L'objet du pacte de gouvernance, c'est est-ce que la conférence des maires a lieu, est-ce que le conseil communautaire a lieu, est-ce que les commissions fonctionnent, est-ce qu'il faut des commissions supplémentaires. C'est ça le pacte de gouvernance. Ce n'est pas de dire on va discuter environnement. Discuter social, c'est compliqué. Le social, ça reste une des rares compétences des communes. Et je ne voudrais pas qu'on reproche après à l'agglo de prendre les compétences des communes. Le social, c'est les communes et le département. C'est compliqué de mettre en œuvre tout un projet social. On le fait déjà, via la politique du handicap, etc. Mais c'est pareil compliqué. Rencontrer les vice-présidents ou les conseillers délégués, je pense que tous les maires qui sont là le disent. Enfin, ils sont à disposition. Le vice-président en charge de la voirie est en train de faire le tour de toutes les communes et les autres élus aussi. Sur les modes. Alors, mais tu vois, enfin, pardon, vous voyez, monsieur le maire, on est déjà sur de quoi on parle. C'est pas l'objet du pacte de gouvernance. Sur les produits locaux, il n'y a pas de souci. On va bientôt vous proposer un projet de légumerie. On est dessus. Mais est-ce qu'il faut inscrire dans le pacte de gouvernance qu'on va parler des légumeries et des circuits courts tous les 3 mois, tous les 6 mois? C'est ça le pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, ce n'est pas de définir les axes de ce sur quoi on va discuter. Le pacte de gouvernance, c'est comment on s'organise. Pardon, mais je me permets de rappeler directement les choses. La preuve qu'on peut en parler, c'est qu'on en parle là ce soir. Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place un pacte de gouvernance pour dire que tous les 6 mois, on va parler de développement durable ou de social, qui n'est pas une de nos compétences? Voilà, c'est là où j'ai plus de réserves. Mais après, encore une fois, c'est vous qui allez décider. Après, c'était vraiment pour ouvrir, parce que si on lit seulement simplement les 8 articles, bon, il faut quand même ouvrir chaque article pour savoir ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, il n'y a rien de figé. Ma réflexion, elle était plus comment on peut organiser un pacte de gouvernance en se fixant des orientations sur un mandat. C'est plus dans cet esprit-là auquel nous y avons pensé, pas au coup par coup. C'est-à-dire qu'on définit un pacte de gouvernance sur la mandature et on se fixe un cap, comme je ne sais plus, ça doit être mon collègue de Gravigny qui a évoqué les grands travaux. Ça peut être aussi fixé dans un cadre de gouvernance. Voilà, c'est des axes de réflexion que nous avons eus pour alimenter ce pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, encore une fois, je reviens, mais je ne reviendrai pas dessus. Le pacte de gouvernance, c'est comment, c'est pas quoi. Le pacte de gouvernance ne va pas nous dire vous discutez de tel sujet ou de tel sujet. Le pacte de gouvernance, c'est est-ce qu'on se parle entre les maires et l'agglomération ou est-ce qu'on ne parle pas? Si on ne se parle pas, comment on fait pour modifier les choses? C'est ça le pacte de gouvernance. C'est là où je voudrais vraiment qu'on se comprenne bien, qu'il n'y ait pas une erreur d'interprétation. Le pacte de gouvernance, il ne va pas dire quels sont les grands équipements qu'on met en place. Le pacte de gouvernance, c'est quand est-ce qu'on se réunit, à combien, mais pas de quoi on parle. C'est là où il faut vraiment faire attention. Alors, M. Ramache, une deuxième intervention. Et après, si vous êtes d'accord, je proposerai de mettre au vote. Non, M. Borreggio va intervenir après. Rebonjour, M. Ramache, le maire de Bois-le-Roi. Comme vous dites, M. le Président, par rapport aux conditions
Mais quand moi je lis les conditions dans lesquelles le président d'établissement public peut déléguer au maire, vous avez aussi à un moment la création de conférences, la création d'une compétence, d'un service. Ce n'est pas que les conditions, ça veut dire qu'on peut se permettre, comme l'a dit Hervé Gilles, de créer un service quelque part. Et ça se passe par une concertation. On peut se donner un rythme, je dis n'importe quoi, un exemple. Au bout de 6 mois, on regarde au niveau de notre politique rurale, ce qui s'est fait, est-ce qu'il y a un besoin réel. Et là, la remontée des maires peut présenter un service bien précis. Que ce soit, je ne sais pas, il y a un problème sur une voirie, sur une ouverture culturelle, sur une manifestation. Et par rapport à ça, ça peut être rythmé sur le mandat. Ce n'est pas que les conditions. Moi, quand je lis les 8 articles, je ne vais pas aller plus loin. Il y a aussi création de services, un territoire autour d'une compétence, une délégation. Donc ça, c'est vos pouvoirs à vous. Vous allez peut-être déléguer à certains maires, mais c'est écrit. C'est le vôtre. Non. Oui, je sais, mais soyons clairs. Les compétences, c'est du pouvoir du Conseil communautaire. Sous le mandat précédent, vous n'étiez pas encore présent, nous avons pris plusieurs compétences. Ces compétences, elles ont été débattues en conférence des maires, elles ont été proposées en bureau, travaillées en bureau, débattues en conférence des maires et votées en Conseil communautaire. C'est évidemment pas le président qui décide de la prise ou non de compétences. Mais vous déléguez certains de vos pouvoirs, on est bien d'accord. Vos vice-présidents, vous avez donné des délégations comme nous on fait au sein de nos communes. On est bien d'accord sur ça. Je ne vois pas le sujet avec le pacte de compétences, de gouvernance. Mais... c'est écrit. Vous avez ici, il faut que je retrouve l'article, excusez-moi. Bien. Je vais le retrouver. À un moment, il y avait... on parle d'organisation, leur fonctionnement, mission, et vous avez, à un moment, on parle de services et équipements. Vous pouviez déléguer à certains maires, voilà, un public peut déléguer au maire d'une commune, membre, l'engagement de certaines dépenses d'entretien, courant d'infrastructure ou de bâtiments communautaires. Donc si on a un service quelque part, vous pouvez déléguer une sorte de... Oui, pardon. On est bien d'accord sur l'article 6. Mais on est bien d'accord, mais il n'y a pas besoin de pacte de gouvernance pour ça. On le décide ensemble. Ce n'est pas le président qui décide ça. Mais par exemple, ça, je ne le savais pas avant de lire. Là. Je vous dis, pour moi, c'est pas... Je ne pense pas qu'il y a... On peut s'exprimer, la preuve, je peux dire que je suis d'accord ou pas, sur ça, on est bien d'accord. Mais je pense pas... Je vois pas ça là... ne change rien à vos fonds de concours, je vous le promets. Non, c'est pas ça. Par contre, je rejoins le collègue qui est intervenu au début. Il y a plein de maires qui me parlent à moi et à d'autres, comme quoi si on prend la parole souvent, on est blacklisté. Moi, ça m'est revenu à l'oreille plusieurs fois. Donc il n'y a pas que le fonds de concours, il y a aussi tout ce qui est service voirie. On m'a dit attention, on peut passer les dossiers derrière. Tout ça. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, je vous assure. Jusqu'à présent, nous avions un débat de qualité. Oui, mais c'est vous qui avez cité les fonds de concours. Non, vous êtes en train de tout gâcher. Il n'y a jamais eu personne de blacklisté. Je vous laisse finir. Je vous en remercie. Il n'y a jamais eu personne de blacklisté. Encore une fois, nous avons eu des débats parfois houleux sous la précédente mandature. Vous n'étiez pas là, monsieur Hérin. Mais il y a des gens qui étaient là, qui s'en souviennent. Nous avons eu des débats parfois houleux. Jamais aucune commune n'a été blacklistée sur quoi que ce soit. Je ne vous permets pas de dire ça parce que ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas qui me l'a dit. Non, ça gâche le débat qui était jusqu'à présent. Je retire parce que je n'ai pas de preuves, mais je Merci, vous l'assure, je vous en remercie. Comme l'a dit, j'ai un écrit en plus. Mais je dis qu'il y a une confusion entre prendre la parole, faire l'échange, et ça freine certains maires et certains élus. Je ne mens pas, je ne suis pas en train de créer une histoire. Mais ce qu'il disait le collègue au départ, c'est que, pas les fonds de concours, c'est qu'ils ont peur que ça soit sur plein de projets, qu'on soit retardé, que nos dossiers subissent... c'est un mensonge. C'est pas le cas, je ne vous autorise pas à le dire. Très bien, vous nous rassurez, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais je dis qu'il n'y a pas que des conditions d'organiser des réunions, mais il y a aussi toute une modalité de créer des services, ainsi de suite. Je vous referai le listing de tous ceux sur quoi nous sommes intervenus sur votre commune, M. Ramache, parce que je trouve que c'est dommage. Je ne parle pas que de moi. On a le droit de ne pas être d'accord, mais ce type d'intervention, ça gâche le débat. Alors que nous avions un débat apaisé, serein, un vrai débat, où nous ne sommes pas fort d'accord, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ce type de sous-entendus, voire même, ce ne sont même pas des sous-entendus, ce sont des affirmations, sont particulièrement délétères. Et j'aimerais que nos débats gardent la sérénité qu'ils ont eue depuis des années et qu'ils ne se transforment pas en chambre où l'on raconte des mensonges. C'était pas mon intention. C'est inacceptable. C'est des propos que j'ai entendus. Merci. Monsieur Borreggio. Oui, je voudrais juste me permettre d'apporter quelques précisions parce que j'entends dans les différents échanges que
il semblerait qu'il y ait un manque de facilité de prendre la parole, et Hervé, tu l'as souligné, il est difficile parfois de prendre la parole dans cette conférence, dans ce conseil communautaire où on est très nombreux. On a à l'échelon en dessous, c'est vrai, la conférence des maires où on est un peu moins nombreux, et les commissions où on est encore un petit peu moins nombreux. Pour les nouveaux élus qui ne le savent peut-être pas encore, il y a comme une action que mène le président depuis presque 2 ans maintenant, hein, c'est qu'il va à la rencontre des maires par petits comités. Donc il réunit chaque maire de chaque commune par petit comité de 4 ou 5 maires maximum, où il s'accorde un temps d'échange avec eux. Pour ceux qui auraient la peur de prendre la parole ou qui n'oseraient pas dire au président ce qu'ils pensent devant 124 personnes, il peut le faire en petit comité. Et ça, c'est important. Et ça, c'est pas prévu dans le pacte non plus, ça. Mais c'est réalisé et chacun est vraiment libre de s'exprimer devant le président à tout moment. Merci. La preuve en est que cela fait donc maintenant 1 heure que nous sommes sur le premier sujet. Je vais donc proposer de le mettre... Non, il y a encore une intervention. Allez, une dernière intervention. Je pense que nous serons suffisamment éclairés Monsieur Jupille, le maire de Sacé. En fait, sur le pacte de gouvernance, ce que vous avez expliqué, c'est qu'en fait, on crée un document qui va en fait donner les modalités en fait de nos échanges. Moi, quand j'entends dans les anciens, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on est dans des échanges qui sont intelligents, qui sont facilités, et que vous êtes à disposition des élus. Est-ce que justement, on ne donne pas l'occasion à ce pacte de gouvernance de graver dans le marbre en fait ces échanges? Vous comme moi, malheureusement, nous ne sommes pas éternels, ou heureusement d'ailleurs. Et qu'en sera-t-il demain? Si effectivement il y a un pacte de gouvernance, est-ce que justement tout ce qui a été particulièrement bien réalisé et la facilité de nos échanges, est-ce que ce n'est pas une façon de le graver et de le maintenir sous une mandature qui pourrait être plus dissuasive, dirais-je? Non, parce que le pacte de gouvernance doit être rediscuté à chaque nouvelle mandature. Bien, je pense que après cette heure de débat, personne ne pourra dire que la parole ne circule pas et que chacune et chacun n'a pas la possibilité de s'exprimer. Je vais donc mettre aux voix. Je vais faire très attention à la manière dont je le dis. Donc, nous avons eu un débat sur le pacte de gouvernance. Je vais donc vous poser la question très clairement. Je vous demanderai qui est pour la création du pacte de gouvernance, qui est contre. Donc, attention, voilà, qu'on soit bien précis, que personne n'ait un doute sur le vote. Le débat a donc eu lieu, je pense qu'on peut en donner acte, et je vais donc vous poser la question qui est pour la création du pacte de gouvernance. Je vais vous demander de compter, Madame Moussel, gardez la main bien levée, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez compté. Combien? 25. Merci. Qui s'abstient? Qui est donc contre la création du pacte de gouvernance?
Vous avez compté M. Groiselot? Ne l'oubliez pas. Donc, résultat, 88 à 25. Je vous remercie de la qualité en général de nos débats sur cette délibération. La délibération suivante, mes chers collègues, devrait être un peu plus brève, je suppose, mais nous pouvons là aussi engager le débat. Il s'agit de la désignation des représentants d'Évre-Port de Normandie sur le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de l'Eure. Et là aussi, nous écoutons les maires, puisque ce sont les maires qui désignent leurs représentants, que nous validons ensuite secondairement. À Garennes-sur-Eure, donc, deux élus ont choisi de se retirer, et donc la mairie de Garennes-sur-Eure, et comme nous sommes très respectueux des maires et des conseils municipaux, nous proposons que M. Brodier-Laurent de Garennes-sur-Eure soit titulaire et que M. Gilbert Le Teneur de Garennes-sur-Eure soit suppléant. C'est pas ça, monsieur? Ah ben alors c'est ce qu'on m'a donné. Donc si c'est pas ça, prenez le micro. Appuie sur le micro. Oui, merci. Non, il y a eu un démissionnaire, un adjoint démissionnaire qui était titulaire ici pour représenter le SIAV. Aujourd'hui, le titulaire sera monsieur Le Teneur, qui était suppléant avant, et monsieur Martin Thierry, qui sera suppléant. Pardon, alors c'est que j'ai mal lu. Donc monsieur Le Teneur sera titulaire et monsieur Martin suppléant. C'est ça? Merci, monsieur le maire de monsieur l'ex-maire de Garennes-sur-Eure, pardon, monsieur le conseiller municipal. Donc il en est donc ainsi proposé. Monsieur Le Teneur Gilbert passe de suppléant à titulaire et monsieur Martin devient suppléant. C'est bien ça? C'est ça. Bien, et donc c'est la proposition de la commune. Y a-t-il des oppositions? Je suppose que non. Je vous remercie et merci de ces précisions, cher Daniel. Alors, le dossier suivant, appel des sessions de terrain. Madame Auger. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à mes chers collègues. Alors, effectivement, la première délibération vise le parc d'activité de l'Arbre Saint-Germain à Marcilly-la-Campagne. C'est la société de transport UAR qui est située en Mayenne et qui souhaite se développer sur notre département. C'est une entreprise familiale et donc ils ont visé une parcelle donc à Marcilly-la-Campagne de 7000 m² pour un bâtiment de 2000 m², donc avec un prix délibéré à 9 € du mètre carré. Merci. Pas d'opposition. Adopté. Délibération suivante. Une session sur Saint-André-de-l'Eure sur le parc d'activité de la Croix-Prunelle. Il s'agit de Grégory Leclerc qui était gérant d'un centre de contrôle technique d'ECRA déjà à Conches. Il a encore son agrément en cours de validité et souhaite s'installer sur Saint-André-de-l'Eure et donc sur le parc d'activité de la Croix-Prunelle. Vous avez le plan qui est joint, donc c'est une parcelle. C'est la numéro 5. Nous avons déjà un porteur de projet sur le secteur également automobile sur la parcelle 4. Donc avec la présence de Peugeot et Citroën en face, nous aurons voilà, une activité automobile un petit peu plus dense sur cette partie de cette zone d'activité. Et donc, pardon, c'est une superficie de 1500 m² de terrain pour un bâtiment de 250 m². Qui a été délibéré au prix de 12 €. Merci. Des demandes de prise de parole, des observations sur cette délibération. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci, Madame Auger.